Mercredi 3 octobre, merci d'être avec nous, c'est l'heure du JT. Dans l'actualité ce soir, près de la moitié des agriculteurs du Genevois jouent le jeu. Moins de fertilisation, développement de la biodiversité. Depuis 2-3 ans, ils ont mis en place des mesures plus respectueuses de l'environnement grâce au soutien des collectivités et de l'Europe. Reportage dans un instant. Nous prendrons ensuite pas mal de hauteur à la fin de ce journal. Morzine a imaginé un parcours aventure suspendu à plus de 30 mètres de hauteur sous la passerelle qui traverse la ville. Des images impressionnantes proposées par Emmanuel Jaude. Mais avant, on l'a appris il y a quelques minutes, Dominique Dor, maire d'Aix-les-Bains depuis 17 ans, a annoncé sa démission. Il l'a annoncé lors de sa conférence de rentrée à 18 h ce soir. Renaud Beretti, son premier adjoint et vice-président au département, prendra la suite. La transition va se faire au cours des prochaines semaines. Dominique Dor reste maire adjoint et président de l'agglomération Grand Lac. La sécheresse se renforce. Et oui, la situation s'est aggravée courant septembre en Pays de Savoie. Les signes visibles sont nombreux. Les seuils d'alerte ont été renforcés en Haute-Savoie il y a quelques jours. C'est au tour de la Savoie. Les bassins de l'avant-pays savoyard et du lac du Bourget sont désormais placés en situation d'alerte renforcée. C'était déjà le cas pour le bassin du Chéran et de la Combe de Savoie. Le reste du département est maintenu en situation de vigilance. Des restrictions d'eau sont donc imposées. Il est notamment interdit de remplir les piscines, laver les voiries et prélever directement dans les cours d'eau et les ressources souterraines. Je vous le disais en titre, ça a commencé il y a 10 ans dans les Bauges avec le retour des prairies fleuries, une initiative des agriculteurs pour favoriser la biodiversité. C'était alors une première en France. Depuis, des programmes européens ont été développés dans la même logique pour mettre en place des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Dans le Genevois, un premier bilan a été présenté cette semaine. Reportage. Depuis plus de 2 ans, à Savigny, Frédéric Foll a dû changer ses habitudes. Il est l'un des 61 agriculteurs du Genevois à avoir adopté des pratiques plus respectueuses de l'environnement. On a dû se réadapter. Par exemple, pour la fauche tardive, il a fallu décaler un petit peu la période de fenaison. Donc lié à ça, on peut perdre une coupe de foin. Après, une autre mesure qu'on a souscrite, c'était l'absence de fertilisation. Donc c'est très intéressant au niveau diversité floristique aussi, parce qu'on n'encourage pas une espèce au détriment d'autres espèces. Mais par rapport à ça, on s'aperçoit qu'il y a quand même une baisse de rendement qui est là, qui est présente. En tout cas, ma vision des choses, en tant qu'agriculteur, on emprunte la terre aux générations futures. L'objectif, c'est de la rendre dans les meilleures conditions possibles. Autre exemple, un peu plus bas dans la vallée, à Saint-Julien. Ici, c'est une haie qui a été plantée, un petit couloir écologique bien utile pour la faune et la biodiversité. Sur le Genevois, la moitié des agriculteurs se sont engagés sur ces mesures environnementales. Les exploitants sont indemnisés par la communauté de communes du Genevois, la région et l'Europe. Nos parents, nos grands-parents ont passé leur vie à arracher des haies et nous, on va commencer à les replanter puisqu'on s'aperçoit qu'elles sont quand même utiles pour la biodiversité, pour limiter l'érosion. Ça nous induit des contraintes d'entretien. Une haie, il faut l'entretenir toutes les années, il faut la tailler. Mais si les sols à côté en tirent bénéfice, il faut le faire. Ça a été un peu compliqué dès l'instant où il y a des actions qui nécessitent d'aller chercher de l'argent un petit peu partout, à la région, au niveau local, au niveau européen. Ça a été aussi compliqué d'être pionnier sur des actions de soutien à l'environnement, alors qu'ici, la priorité ne semble pas être l'environnement. C'est un point très important, mais la priorité pour les gens, c'est la mobilité et le logement. Pour autant, dès qu'on gratte un petit peu, l'environnement est très fortement légitimé et il n'y a pas de souci pour aller dans ce genre d'action. Coût total du dispositif, 1 200 000 € pour la période 2015-2020. De nouvelles mesures devraient être mises en place pour les 5 années suivantes. Sur l'ensemble des pays de Savoie, plus de 750 agriculteurs se sont engagés à mettre en place des pratiques plus respectueuses de notre environnement. En bref, plus de peur que de mal à la gare de Modane ce mercredi. Un dégagement de fumée sur un wagon de marchandises portant l'étiquette produits toxiques a été constaté dans la matinée. Un périmètre de sécurité a été mis en place et les trains ont été bloqués. La benne est toujours en gare de Modane mais ne présente aucun danger pour la population, indique la préfecture. La fumée provient d'une combustion lente de déchets issus du BTP, peinture, bois et plastique. Les pompiers en lien avec la SNCF travaillent à stopper cette combustion. Depuis 17 h 33, le trafic reprend progressivement sur les lignes TER et TGV.
Et puis ça grince des dents à Annecy. Et oui, vous le savez peut-être, le parking de la place des Romans est désormais payant depuis ce lundi 1er octobre. Une décision qui ne fait pas l'unanimité ni chez les usagers ni chez les commerçants, notamment du marché qui se tient chaque mardi sur cette place du centre-ville d'Annecy. Avec la fin de la gratuité de ce parking, nombreux sont les commerçants à penser que la mairie veut tout simplement supprimer le marché. Des accusations rejetées par la commune nouvelle. On écoute Marilène Fiard, adjointe chargée du commerce. Elle répond aux questions de Victoria Lopez. C'est un projet nouveau, il faut quand même qu'on voit comment ça se passe, se déroulent ces marchés. Donc effectivement, les commerçants sont sur place, mais il y aura aussi des personnes en charge de l'organisation de ces services des marchés. Hein. C'est ça, on va voir comment se déroule ce marché et on va dire 3 ou 4 marchés, ça va être une expérimentation qui va avoir lieu sur le mois d'octobre d'une façon générale. On n'a pas l'habitude de menacer nos commerçants et je crois que l'intérêt c'est de travailler main dans la main et que la ville évolue effectivement de façon harmonieuse et on n'a pas envie de faire la guerre aux commerçants. On est toujours en phase de négociation, donc c'est vrai qu'il y a des accords, des désaccords, mais il faut évoluer. C'est pour ça que je pense que la phase test est importante et les uns et les autres, nous verrons effectivement ce qui est possible ou pas possible. Peut-être les commerces passagers, hein, il y avait des commerçants, des passagers qui venaient régulièrement, enfin ou irrégulièrement, et peut-être qu'eux seront pénalisés. Nous, on tient aux 70 commerçants détenteurs, effectivement, de leur commerce depuis bien des années. On poursuit avec notre série de la semaine, Fanette. Oui, une série, tu le sais, consacrée à l'univers des drones. 2e épisode ce soir. Aujourd'hui, on aborde le vaste sujet de la sécurité et de la réglementation aéronautique. Des nouvelles mesures viennent d'être mises en application. Au programme, plus d'exigences pour les professionnels et un véritable encadrement pour les pilotes de loisirs. François Pirot nous en dit plus. Les physiciens vous le diront, dans les lois qui régissent la gravité universelle, il y a des variables, ça permet ce joli mouvement de caméra, et des constantes qui entraînent ça. Au-delà du comique de ces situations, l'utilisation massive des drones par tout à chacun a parfois généré des comportements tantôt stupides, dangereux, voire pénalisables. On se rassurera avec ce chiffre, en 2017, sur les 500 000 drones existants, seulement 255 infractions ont été constatées. La France est connue pour être le pays qui encadre le plus cette activité et elle a modifié cette année la législation. Explication chez Drone Process, centre de formation au pilotage de drones. On ne voit pas en France le côté technologique du drone, mais avant tout le côté réglementaire et sécuritaire. Et c'est pas un mal en soi, ça permet vraiment de mettre un cadre, d'empêcher certaines personnes qui souhaiteraient l'utiliser librement pour des activités commerciales ou loisirs d'en faire ce qu'ils veulent. Non, c'est pas possible, il faut obtenir certaines qualifications. Il y a de nouvelles dispositions légales qui sont parues, on va dire, depuis le 1er juillet 2018, concernant aussi bien les professionnels que les particuliers. Si on parle des pilotes loisirs par exemple, à partir de début septembre, et ce à partir de 14 ans, il y aura une obligation de passer un examen en ligne pour tout ce qui sera drone de plus de 800 grammes. Et surtout, ça va permettre de renforcer, on va dire, la sécurité, mais si je puis dire, surtout une connaissance un peu plus accrue de la réglementation. On va dire qu'un pilote de drone loisir ne pourra pas voler en immersion, il volera à vue, il devra voler de jour et non pas de nuit, il ne survolera pas les gens et il ne se trouvera pas en zone peuplée. Il est également vivement recommandé de vérifier si son assurance de responsabilité civile couvre cette activité. Cela était déjà obligatoire chez les professionnels pour lesquels les validations d'acquis et les diplômes ont eux aussi été renforcés. La partie professionnelle, on a une formation qui s'est agrémentée avec un nouvel examen théorique où on est passé du théorique ULM au théorique télépilote de drone, ce qui correspond à 20 questions supplémentaires pour porter donc à 60 questions le QCM qui se déroule auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile et un examen pratique qui lui permet de faire valider certains prérequis en pilotage, en sécurité, en mise en situation et en réglementation. Il va maintenant être compliqué de se croire malin comme un singe ou de feindre l'ignorance, car les effectifs qualifiés pour effectuer des contrôles ont été également élargis par le législateur.
Et demain, pour le dernier épisode de la série, nous suivrons en détail l'une des nouvelles applications pratiques que permettent ces petits aéronefs. Un exercice grandeur nature de recherche et de sauvetage de victimes a été organisé il y a quelques jours au pied du granier avec l'aide de drones. Acrophobe, s'abstenir. Oui, à l'heure où les stations misent principalement sur l'offre multi-activités, chaque territoire tente l'impossible pour tenter de se démarquer des voisins. À Morzine, en Haute-Savoie, on a choisi d'investir dans un parcours aventure nouvelle génération. Ils l'ont suspendu à l'un des ouvrages d'art de la commune. Emmanuel Jaude l'a testé. Le ski, le vélo, le parapente, presque toutes les stations des Alpes en proposent. Une concurrence qui pousse ces fournisseurs de sensations fortes à se réinventer chaque saison. Au cœur des Portes du Soleil, on a choisi de se réinvestir le centre-ville via un ouvrage bien connu des Morzinois. La Société Indien d'Aventure a créé le premier parcours aventure à Morzine en 2001, donc ça va faire 17 ans, il va bientôt être majeur. Et ça fait 17 ans qu'on passe sur cette passerelle, qu'on passe sous cette passerelle et qu'on y réfléchit. On avait déjà fait des organisations de séminaires de groupe, on a pu faire du rappel avec l'accord bien entendu de la mairie. Et maintenant avec les techniques que nous avons, tout ce qui a été mis en place pour les parcours aventure, on peut se permettre de faire ce genre d'activité à des grandes hauteurs comme ça. Un parcours aventure d'un nouveau genre à 35 mètres du sol, mais parfaitement intégré au paysage. Un défi tant pour les concepteurs que pour les courageux qui se lancent au-dessus du vide. J'appréhendais un peu avant parce que c'est haut, mais non, c'est top. Une fois que j'y étais, j'ai eu moins peur qu'avant en fait, avant d'y passer. J'ai l'impression qu'ils sont à peu près tous pareils, mais pour moi les passages les plus durs c'était de passer un obstacle à un autre parce qu'il fallait vraiment enjamber et changer le truc en même temps, là, donc c'était ça le plus dur pour moi. Après une première saison test, la structure devrait rouvrir ses portes pendant les périodes de forte fréquentation cet hiver, avant l'été prochain et son exploitation portée à son maximum. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci de votre fidélité à l'info sur Huit Mont-Blanc. Manu, je te laisse conclure et demain, c'est Sébastien que vous retrouvez au JT. À bientôt.